y va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous sommes dans Charlevoix pour parler de mise en marché et de restauration des produits locaux et régionaux. Pour ce faire, nous allons nous rendre aux éboulements pour rencontrer Gabrielle Cadieux-Gagnon. Et également du côté de Saint-Urbain, nous allons à la rencontre de Damien Girard des viandes biologiques de Charlevoix. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Je suis Gabrielle Cadieux-Gagnon, propriétaire du resto-boutique La Table aux Éboulements dans Charlevoix. Bien, au départ, c'est mes parents, Lucie Cadieux, Vital Gagnon, qui ont démarré la ferme Éboulemontaise ici il y a 25 ans de ça. Puis, c'était une ferme d'agneaux qui produit l'agneau de Charlevoix, légumes biologiques, les sentiers pédestres et tout, et tout, et tout. Puis, moi, quand j'ai fini mes études en gestion hôtelière, j'ai décidé que j'allais être à mon compte. Donc, je voulais mettre mon grain de sel dans l'entreprise, mais sans nécessairement être au niveau agricole même, mais tout en travaillant avec les produits de l'agriculture charlevoisienne. Donc, j'ai décidé que j'allais avoir un restaurant qui offrait un service de traiteur pour pouvoir offrir une gamme de produits intéressants à mes clients, tout en offrant la boutique de l'agneau de Charlevoix à même le restaurant. Donc, les gens, dans le jour, peuvent circuler, aller au resto, acheter des trucs pour emporter ou manger sur place en même temps qu'aller faire la petite épicerie d'agneau ou de produits emportés. Quand on travaille dans le domaine touristique, dans le domaine hôtelier, bien, mettre des heures, puis pas toujours avoir le retour, bien, tu te dis, bien, pourquoi je ne ferais pas mon projet moi-même, puis je ne démarrerais pas quelque chose que tous les fruits de mes efforts donneraient le résultat. Je pense que c'est un peu ça. La fibre entrepreneuriale, je l'ai depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours participé aux tâches de la ferme, toujours été là pour répondre aux clients, ces choses-là. Donc, ça va de soi. C'est comme une continuité de tout ça. Là, puis, d'essayer de faire la différence en sensibilisant aussi les gens à la cuisine de proximité, à travailler avec les produits qu'on a ici au Québec, puis pas toujours aller à l'extérieur, mais du moins, même les produits qu'on est capable de produire, pas aller les chercher aux États-Unis ou plus loin. Ça, c'est Ernie, parce qu'il y a une espèce de gros Ernie. Ça, c'est Monsieur Porc, si je me trompe pas. Chow Mein, porc asiatique. Chow Mein. Marie la Montagne, Pedro le Tacos, puis Prix du patrimoine est en dedans, mais... Ah, Prix! Qu'est-ce que tu fais, Pépé? Il est beau, c'est Pépé, c'est Prix du patrimoine. Hey, en passant, c'est pas une femelle, c'est un mâle. Alors, j'ai un cochon pour débuter votre élevage. Rappelez-vous, un porc, si vous avez un porc, à l'automne que vous tuez, vous n'avez pour l'hiver à manger. Alors, il commence. Lui, je commence à 10 écus. Bien, c'est sûr que dans Charlevoix, tout d'abord, c'est saisonnier. Fait que des fois, les situations financières sont plus précaires parce que l'hiver, bien, il faut compenser l'été. D'être ouverte à l'année, bien, ça demande aussi des compromis. Tu sais, quand on est entrepreneur, bien, tout repose sur nos épaules. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui est malade, bien, c'est nous qu'il faut qu'il rentre. Donc, vie de famille et tout, il faut avoir un conjoint qui est très conciliant, il faut avoir un bon entourage là, qui est capable de pallier à ça. Là. Mais je pense que c'est d'être bien entouré qui fait que ça facilite la chose d'être entrepreneur, tu sais. Okay. C'est surtout ça. De quoi tu es plus fière jusqu'à maintenant, ta plus belle réussite? Bien, je pense que c'est la fidélité que les clients ont envers l'entreprise, puis les feedbacks positifs. C'est aussi de faire travailler des gens dans mon entreprise, de savoir que je peux assurer un revenu à des gens. Puis en même temps, bien, d'acheter puis
de décrire les sandwichs puis d'écrire nos menus quand tout est régional, c'est comment on peut pas être plus fier que ça là, avec nos produits d'ici. De voir cette proximité-là entre le cuisinier puis le producteur, je pense que ça se peut. Oui, exactement. Je pense que c'est ça qui a fait comme moi aussi, je vais faire ça. Puis mes clients, quand ils vont venir chez nous, ils vont avoir la confiance et l'assurance que moi aussi, je vais magasiner comme eux le feraient, aller voir le producteur puis dire je sais de où ça vient, je sais à qui j'achète. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Puis comment ça a été reçu de la part des producteurs agricoles de la région, de ceux qui produisent cette nourriture-là? Bien, je pense qu'ils apprécient beaucoup. Ils envoient des gens. Je pense qu'ils sont heureux quand je passe une commande pour un traiteur de 350 personnes, que le poulet, je l'achète chez eux, puis que le porc vient de là, puis de travailler tout ensemble. Puis je pense que ça c'est juste bénéfique pour la région, tu sais. Puis eux, ça leur permet d'engager du monde aussi de leur côté. Fait que je pense que c'est juste une belle chaîne qui fait en sorte que la région va être viable grâce à ça. Ton sac de carottes, il va où? Il va ici en haut. Alors, Gabrielle, on est ici dans la cuisine du Resto Boutique La Table. Vous avez un service de traiteur. Parle-nous un petit peu d'où est venue cette idée-là. Dans le fond, c'est Régis Hervé qui est notre chef exécutif qui faisait déjà une offre de service de traiteur au niveau gastronomique. Puis moi, j'ai voulu ramener ça on peut en faire pour un petit peu tout le monde. Fait qu'on cuisine vraiment une grosse distance de prix, une braquette de prix qui est variée, puis une braquette de produits aussi. On travaille toujours avec les produits de la région. Fait que dans le fond, j'ai décidé qu'on allait offrir un service de traiteur, puis on offre vraiment, tu sais, autant que du buffet que du service à l'assiette, avec service, pas de service. On fait vraiment à la carte. Je pense que c'est un peu ce qui nous décrit le mieux. C'est autant au niveau des propres emportés que le service de traiteur. Comme on est ouvert à l'année, 7 jours sur 7, bien, tu sais, on n'a pas toujours des clients en permanence au resto en train de manger, puis c'est pas toujours full, les 20 places prises. Ça peut arriver l'été que ça va être fait, mais tu sais, c'est très, très rare que le resto est complet. Donc, ça permet de continuer à travailler, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme de combiner. Puis en même temps, bien, comme on n'est pas beaucoup d'employés, puis qu'on sert les clients, puis on fait la bouffe aussi, bien, on sait exactement de quoi qu'on parle. Quand on parle des produits, bien, c'est nous qui l'a cuisiné ou on était là quand ça s'est fait. Donc, c'est vraiment agréable pour ça, c'est qu'on est capable de bien décrire aux clients là, nos produits. Gabrielle, aussi une particularité, vous faites de la récupération. Votre nourriture, c'est pas jeté à la poubelle? Non, quand on a des traiteurs, on traîne une chaudière alimentaire pour mettre les restants de table. Quand on est au resto, on a du compost et de la nourriture pour les cochons, dans le fond, qui sont à la ferme. Là, on a décidé cette année, j'ai 6 cochons qu'on va utiliser pour nous personnellement, mais éventuellement, peut-être qu'on pourrait les élever pour la table aussi, là, pour les utiliser au niveau de la cuisine, là, pour être le plus possible centré sur la ferme puis la proximité avec le client. Là. Oui. Mais c'est ça, fait qu'on utilise tous nos restes de table, les cochons sont bien engraissés. Ils doivent être contents. Oui, ils nous reconnaissent. Transformer des produits, des producteurs de la région, vous en avez des vôtres. Oui. Comment ça fonctionne ici, les produits? Qu'est-ce que vous avez? Dans le fond, on offre une bonne gamme de produits. On fait du personnalisé, donc les clients qui veulent manger, je sais pas moi, un ossobuco, on va leur cuisiner un ossobuco avec les produits de la région. Autant qu'on en a toujours des stables, on cuisine à moussaka avec l'agneau, on a des pâtés au poulet bio, des viandes bio, on a du pâté au canard de la ferme basque, on a des produits aussi transformés au niveau de l'agneau, comme la saucisse merguez, la saucisse fines herbes, on a l'agneau en tant que tel, puis on a aussi des desserts, là, des tartes variées, là, tarte tatin, tarte amandine, tarte au sucre. On a autant des produits au comptoir lunch que les gens peuvent emporter. C'est vraiment très complet. Comment ça se passe dans la gestion de l'entreprise? Parce qu'un entrepreneur comme toi, ben ça gère vraiment tout du début à la fin. Est-ce que c'est compliqué? Tu as appris ça comment? Ça va. Ma mère est conseillère en gestion, donc elle me donne un petit coup de main là-dessus. Au niveau de la comptabilité, quand je suis trop dans le jus, je suis capable de déléguer un petit peu à ce niveau-là. C'est sûr que j'ai un cours en gestion hôtelière, donc au niveau gestion, j'avais un petit peu de base, mais c'est sûr qu'on apprend. Il n'y a rien de mieux que le terrain pour apprendre. Donc, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Quand j'ai des questions, j'appelle.
carrément au gouvernement. Est-ce que c'est correct si je fais ça de cette façon-là? Oui, madame, c'est ça la procédure. Parfait. Il n'y a rien de... C'est pas d'être autodidacte, mais c'est d'aller chercher les outils pour être capable de fonctionner puis de toujours se questionner. Je pense que c'est aussi une bonne qualité d'entrepreneur, de toujours se remettre en question. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? Ça, je le fais comme ça depuis 2 ans, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de le faire? Je pense que c'est ça une clé, en tout cas, un bon outil, une façon de faire qui est bénéfique. Là. Parce qu'évidemment, bon, tu as de la nourriture ici, tu fais de la transformation, des plats préparés. Est-ce que c'est compliqué, ça, les normes à suivre? Bien, pas tellement. L'important, c'est au niveau de l'hygiène et salubrité d'avoir quelqu'un qui a suivi son cours et qui est en mesure de les appliquer. C'est toujours de s'assurer des dates de péremption, de ne pas briser la chaîne de froid. C'est comme les classiques de la cuisine. Tu sais, c'est des choses de base qu'on fait même chez nous. Tu sais, on laisse jamais traîner quelque chose sur le comptoir des heures, là. C'est la même affaire en cuisine. Tu sais, c'est toujours de respecter ça. Puis si on laisse des traces, tu sais, les températures de frigo, s'ils sont pris tout le temps, bien, l'inspecteur, quand il vient, il voit qu'on les regarde puis que s'il y a un problème avec un frigo, bien, on va appeler le réparateur puis on va agir. On est à l'affût de... Donc, au niveau des normes, c'est pas tellement compliqué que des fois, il y a beaucoup de paperasse, j'ai l'impression. Mais, tu sais, une fois qu'on les applique puis qu'on les a, je trouve que c'est facile, là. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. C'est comment de travailler avec sa famille? Ça va. On a chacun nos points forts, on a chacun nos faiblesses. Fait que je pense que c'est juste de mettre tout ça ensemble pour faire le meilleur de l'entreprise, aller chercher le meilleur qu'on est capable de faire. C'est pas toujours facile parce qu'on a tendance à plus rejeter notre stress sur notre famille que sur un employé qui est... C'est plus facile, admettons, là. Fait que c'est toujours de garder son sang-froid puis de réfléchir, bien, tu sais, d'y aller à froid plutôt qu'à chaud, là. Puis c'est sûr que dans l'agriculture, c'est jamais évident, là. Tu sais, là, on est dans la période des foins, là, la machinerie qui brise, c'est tout le temps. L'humeur, des fois, la tension est comme... les coûts, les dépenses aussi sont énormes. Tu sais, des fois, il y a des erreurs qui peuvent se faire au niveau de la production, de la découpe en bas, puis finalement, ben c'est en haut avec le client que ça ressort, ou vice-versa, tu sais, qu'on prend trop de commandes, puis qu'en bas, ben non, j'en ai plus, je peux plus... Fait que, tu sais, c'est juste de l'ajustement, c'est de la communication beaucoup, c'est de pas... C'est de pas s'en faire avec ça non plus, là, c'est qu'une fois que la journée est finie, la journée est finie, puis... Que vous êtes capable de vous rassembler. Oui, c'est ça, exactement, là, que ça change rien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui aurait envie de se démarrer une entreprise un peu comme la sienne? C'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Bien, d'avoir du temps, beaucoup d'énergie à mettre, d'avoir du support puis du soutien à son entourage. Je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Parce que les clients le ressentent, puis les gens le voient, tu sais, quand ils débarquent, puis que la personne est souriante, puis qu'elle aime ça parler de ses produits, bien, ça fait une méchante grosse différence là, quand on paye le produit en bout de ligne. Là. Bien, merci beaucoup, Gabrielle. Merci. Alors, Guylaine Roy, la tomaterie Saint-Pierre-les-Béquets et Saveurs cultivées. Qu'est-ce qu'on retrouve ici à votre kiosque au marché du Vieux-Port? C'est quoi les produits que vous mettez en marché ici? En fait, on a commencé premièrement en 2002 avec les produits de la canneberge. Et depuis peut-être 3 ans, on a rajouté la gamme de produits de tomates. Pourquoi avoir rajouté la tomate à la canneberge? C'est une très bonne question. Le fruit est rouge quand même, mais aussi parce qu'à Saint-Pierre-les-Béquets, il y a une réputation par rapport à la tomate. Les gens, quand ils venaient ici, d'où vous venez, ils nous disaient, on disait Saint-Pierre-les-Béquets, ils disaient « Ah oui, Saint-Pierre-la-Tomate ». Il y a quelque chose avec Saint-Pierre-les-Béquets. Fait qu'on a voulu repartir là, ce bon goût de la tomate de Saint-Pierre-les-Béquets du nom La Tomaterie Saint-Pierre-les-Béquets. Okay. Et on retrouve quoi ici? On peut retrouver alors en produits en pot des produits à base de canneberge et de tomates, dont pesto de tomates séchées, ketchup, un bon ketchup maison. On a de la sauce barbecue, on a une confiture de tomates et de la canneberge. Ça peut être autant, on passe par le beurre de canneberge, moutarde à la canneberge, confit d'oignon à la canneberge séchée. Vraiment une belle panoplie là, dans les deux, puis on continue à en développer d'autres. Mais je veux rajouter aussi qu'on n'a pas que des produits en pot. On a une belle gamme de produits réfrigérés.
Le pesto de tomates séchées, les gens viennent de l'extérieur pour venir le chercher. Beurre de canneberge, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai probablement pas mentionné, mais une petite confiture de tomates, c'est pas à négliger. OK. Et puis, qu'est-ce que, dans le fond, vous voulez apporter de nouveau à votre kiosque? Parce que de la mise en marché, c'est assez complexe. L'importance des étiquettes, d'installation. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme innovation dans votre kiosque dans l'avenir? Oui, mais alors, dernièrement, ça a été vraiment l'image. Alors, c'est l'étiquette, c'était aussi la boîte que là, on est en train de faire pour vraiment l'image de la tomaterie. À l'extérieur, si jamais vous voyez, là, il y a aussi vraiment que ce soit la mention sur les vitrines de la tomaterie. Mais qu'est-ce qui s'en vient? C'est de plus en plus les petites boutiques spécialisées nous appellent pour avoir de nos produits. Ça, on n'a pas fait de publicité ni rien, mais il y a une demande naturelle qui s'en va vers ça. Fait qu'on s'adapte pour être capable de fournir cette belle clientèle-là aussi. Fait que de plus en plus, là, il va y avoir des endroits là, dans les boutiques spécialisées, qu'on marque d'ailleurs sur le site Internet, où est-ce qu'on va être, et on va avoir notre Facebook aussi prochainement. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Roy. Merci. Mon nom est Damien Girard, je suis propriétaire avec Natacha McNicol des viandes biologiques de Charlevoix. Bonjour! Salut Cathy, ça va bien? Oui, oui. Bienvenue aux viandes bio. Merci beaucoup. Ça nous montre qu'on est du vrai monde. Monsieur Girard, parlez-nous tout d'abord de l'historique de votre entreprise. En fait, on a démarré l'entreprise en 2001. On a fondé les viandes biologiques de Charlevoix avec mon épouse. Et puis, à ce moment-là, on avait quelques truies et quelques poulets. Puis, ça a commencé graduellement à grandir. Donc, en 2004, on a acheté ici le site à Saint-Urbain de M. Camille Duchesne. Par la suite, 2007, un autre événement important, on a construit le centre de transformation pour aller plus loin dans la production. On voulait faire de la transformation, la charcuterie, les saucissons, etc. Puis, on a commencé à faire de la céréale aussi bio pour alimenter notre troupeau à partir de 2005, pour nous amener aujourd'hui avec une production de céréales sur environ 2000 acres et puis 3000 cochons par année, puis environ 4000 poulets semaine. Je suis né sur une ferme. Mon père avait une petite ferme laitière sur le chemin Saint-Laurent. Puis par la suite, c'est lui qui m'a donné l'amour de l'agriculture. Puis j'ai fait mes études en agronomie au Collège McDonald. J'ai travaillé quelques années à l'extérieur pour une compagnie, mais je m'ennuyais de la ferme, donc je suis revenu sur la ferme. Puis on a commencé à penser au bio parce que ça ressemblait beaucoup plus au modèle que mon père faisait. Mon père avait une ferme très, très modeste. Avec une petite agriculture, puis on étendait les fumiers, on n'avait pas d'engrais chimiques, etc. Donc, ça rejoignait beaucoup les valeurs familiales que mon père m'avait données. C'est ça qu'on a voulu reproduire, puis bien, ça nous a mené où ce qu'on est aujourd'hui. Et là, justement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Comment vous arrivez justement à maintenir une entreprise comme celle-là, quand même d'envergure, on peut dire ça, dans Charlevoix, malgré un petit nombre de personnes? Comment on gère ça? Bien, en fait, c'est sûr qu'on a une bonne équipe. On s'appuie beaucoup sur de la main-d'œuvre très, très compétente. On est bien appuyé, puis on est chanceux dans Charlevoix. En fait, ce qui joue contre nous au niveau des sols avec des pierres, etc., c'est pas facile de faire de l'agriculture, mais quand on arrive pour vendre ces produits-là sur les tablettes à l'extérieur de la région, Charlevoix est très vendeur, donc les gens, ça leur remémore un souvenir de vacances, un beau paysage, de la bonne bouffe, un bon souper au restaurant. Bon, évidemment, ça nous aide énormément pour la vente. Évidemment, si le produit n'est pas bon, les clients ne reviennent pas, il faut tenir la route. Mais c'est vraiment ça qui nous a aidés, puis on y a été graduellement, puis on a fait des produits simples, on ne s'est pas compliqué la vie, on veut vraiment mettre le produit à l'avant-plan. Le goût de la bonne viande, les poulets élevés comme autrefois, donc plus lentement, la même chose avec le porc. Donc, les gens reconnaissent ça dans nos produits, puis on en est fiers. Ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment d'amener un système, parce que nous, au niveau des animaux, on peut pas donner d'antibiotiques ou de médicaments.
Donc, ça a été d'amener à une production, je vous dirais, rentable et viable des animaux sans antibiotiques, sans médicaments, quand même à performer pour avoir une rentabilité. Fait qu'on a dû faire beaucoup d'essais et d'erreurs. Au niveau du poulet, au début, il y a des troupeaux, des fois, on perdait jusqu'à 20 des poulets. Mais là, maintenant, je vous dirais que le marché de l'aliment naturel a développé des produits naturels avec des huiles essentielles, tout ça qui travaille quand même très, très bien. Puis ça nous aide énormément. Fait que là, présentement, les élevages vont bien. Bon, la production de céréales, c'est sûr que c'est pas toujours facile parce qu'à ce temps-ci, nos champs sont jaunes, il y a de la moutarde, donc on lutte contre les mauvaises herbes. Mais on développe à chaque année des techniques, on s'améliore, puis ça, c'est toujours encourageant. Puis là, bien, mon fils s'en vient aussi au niveau de la relève, fait que lui, il amène ses nouvelles idées. Il y a des choses que moi, il y a une vision, des fois, que j'ai, qui n'est pas nécessairement la même que les autres. Donc, quand il arrive des gens nouveaux dans la compagnie, bien ça fait du bien, ça amène un vent de fraîcheur, puis ça va nous amener, je vous dirais, à avoir une vision différente de l'entreprise qui va être très positive. Hey, c'est fou, hein? Ça, c'est tout le gras, là. Ça, c'est toute la couche de gras qu'il y a sur dessus. Y a du bacon? Parce que le bacon, c'est la vie. Comment on gère ça, une usine de transformation comme la vôtre? Bien, au départ, moi, ce que je voulais, c'est que chacun des départements soit autonome, c'est-à-dire qu'il y ait un gérant de département dans chacun des départements. Fait que moi, je peux être 2 mois sans aller au centre de transformation. Ça va rouler. Puis je suis convaincu que ça va rouler, il n'y a pas de problématique. S'il y a un gros problème, ils vont m'appeler. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la fesse de porc, on a enlevé la hanche, donc on a dégagé l'os de la hanche, on a arrondi les parties, puis on a bien dégagé le gras, puis la peau qui est sur le dessus de la viande ici. L'idée là-dedans, c'est que Dave, lui, va prendre du sel, il va frotter la surface ici, c'est que le sel pénètre à l'intérieur du jambon. Parce que le sel ne peut pas pénétrer où il y a de la couenne, bon, évidemment. Donc lui, il va saler cette partie-là, puis il va saler cette partie-là aussi qui est à découvert, parce que c'est plus difficile au sel de pénétrer par là que pénétrer par là. Fait qu'il va faire ces deux choses-là. Ça, il va le faire 2 fois, une fois aujourd'hui, une fois demain. Okay. Tu vas casser l'os aussi, vider la veine. Montre donc comment est-ce qu'on casse l'os. Ouais. Bien, en fait, casser l'os, c'est un peu plus raide. C'est qu'il casse le jarret parce qu'il y a encore l'articulation ici. Okay. Puis il va vider la veine avec son doigt. C'est-à-dire qu'il reste du sang toujours dans la veine. Fait que là, vois-tu, il vide la veine, puis des fois, il en sort, des fois, il n'en sort pas, mais il y a une veine importante, là. Vois-tu, oui. Il sort du sang ici. Des fois, il y en a moins. Fait que ça, c'est du sang qui est resté après l'abattage dans la veine, puis ça, on ne veut pas ça parce que le sang, il a tendance à coaguler puis à donner une mauvaise odeur ou une mauvaise senteur au jambon. Wow. Fait qu'on essaie de le faire écouler le plus possible. Maintenant que le sel a bien pénétré à l'os et que la pièce est stable, on l'amène ici. Donc, tu vois, il y a des couleurs différentes, oui, il y a des stades différents de séchage. Ici, on est plus près, en fait, des jambons qui sont les plus vieux. On a des jambons là-bas du 19 de juin, on le voit bien. Ceux qui sont plus rosés? En fait, ceux-là ici, là, tu vois, 19 juin 2014. Okay, okay. Fait que ces jambons-là ont 1 an. Donc, pour nous, ils sont prêts à vendre. Habituellement, on les vend à partir d'un an. C'est 1 an? C'est 1 an. Wow. 1 an à partir du moment où on les travaille, puis on les met en séchage, c'est 1 an. Ça n'a jamais été cuit? Non, ça n'a jamais été cuit. C'est vraiment une pièce de viande qui est uniquement salée. Donc, c'est très, très simple à produire. C'est juste d'avoir les bons procédés, les bons temps de salage, les bonnes quantités. En fait, ce qui est un peu plus problématique, c'est vraiment de bien doser le sel parce que la viande absorbe le sel par la partie ici qui a été dégagée, qui n'a pas de couenne. Donc, si on les laisse trop longtemps au sel, évidemment, il va trop pénétrer de sel. Puis quand on va y goûter, ça va être trop salé. Ça ne sera pas très, très, très bon. C'est ça. Là, en fait, on est dans une salle de séchage de saucisson. Donc, c'est une salle, ça c'est la 3e salle. Avant, il y a 2 étapes avant celle-ci. Donc, il y a l'étape d'étuvage, c'est-à-dire que une fois qu'on a poussé la viande crue dans le boyau ici, on met le saucisson à haute température, environ 25 degrés Celsius, 95 d'humidité, pour le développement des ferments lactiques. Combien de temps qu'ils sont ici à sécher comme ça? Bien, en fait, ça, le petit calibre comme ça, c'est environ 3 semaines. Puis les plus gros calibres comme ça, c'est environ 6 à 7 semaines. OK. Ouais. C'est pas bon qu'on fasse une face. C'est tout en bon que Bien, les recettes, en fait, c'est vraiment lors de mes voyages en Europe où j'ai été 3 années de suite pendant 1 mois. J'ai visité des boucheries, j'ai fait des stages.
Donc là, j'ai appris à faire de la charcuterie là-bas. La base de la charcuterie, c'est sensiblement la même que je faisais là-bas, mais je l'ai adaptée à des choses d'ici. Je pense que de plus en plus, les touristes viennent ici dans Charlevoix puis ils veulent consommer des produits régionaux. Fait que quand ils vont dans un établissement, ils s'attendent à avoir des produits locaux. Fait que ça, c'est important pour le restaurateur. Puis les restaurateurs l'ont compris, ça, puis ils en mettent des produits régionaux sur la table. Puis je te dirais que ça fait une identité à leur restaurant par rapport à d'autres restaurants dans d'autres régions. Puis ils sont chanceux, on a des bons fromages, des bonnes viandes. Écoute, faire une table d'hôte dans Charlevoix avec les produits de la région, là, je vous dirais que pour un chef, là, c'est presque le paradis parce qu'honnêtement, on a des produits exceptionnels. Monsieur Girard, merci beaucoup. Merci. Alors cette semaine, Catherine, dans notre émission, notre thème, c'est la transformation, la restauration des produits locaux. Au niveau historique, qu'est-ce que tu as trouvé à ce sujet-là? Mais tu sais, Cathy, ce qu'il faut retenir vraiment de ça, c'est que pendant longtemps, c'était la proximité qui était la clé de tout. Parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens de conserver pendant des très longues périodes. Les méthodes traditionnelles de conservation, puis là, on se rapporte à vraiment des milliers d'années, connues en Europe et également ici en Amérique, c'était le salage, le fumage, la conservation dans quelque chose comme de l'huile ou du gras, dans le sucre aussi. Donc, c'était quand même assez sommaire. C'était souvent aussi des préparations qui étaient très artisanales et très familiales. On conservait pour nos propres besoins. Il faut vraiment attendre la période industrielle pour avoir une espèce d'explosion des moyens de conservation et des possibilités aussi liées à ça. C'est ce qui fait qu'un restaurateur, par exemple, de la région de Québec, il faisait affaire avec des produits locaux pendant très longtemps. Mais avec l'arrivée du chemin de fer, avec l'arrivée aussi des procédés de réfrigération, des cargos de réfrigération aussi, bien là, ça a été possible de s'approvisionner, de recevoir des produits d'un peu partout du Québec. Alors, ça a été une explosion au niveau de l'offre alimentaire dans les restaurants à partir de ce moment-là. Et ça, on le voit nettement quand on regarde les menus de certains restaurants de cette époque-là. C'est fascinant de voir les produits de la région des Maritimes qui vont être possibles d'être apportés jusqu'ici. Donc, c'est vraiment une belle époque pour la restauration. Merci beaucoup, Catherine, pour ces informations. Je t'en prie. C'est ce qui complète l'émission et je remercie nos deux invités de cette semaine. Et évidemment, je vous encourage, comme à l'habitude, à consommer les produits d'ici. Tout d'abord, les viandes bio du côté de Saint-Urbain dans Charlevoix et allez faire votre tour également au resto-boutique La Table aux Éboulements. On se laisse avec des images de la prochaine émission et je vous souhaite une très belle semaine.